Je suis Luc Pirala, je suis directeur adjoint du musée du Louvre-Lens et je suis co-commissaire de l'exposition Homère qui est actuellement présentée au musée du Louvre-Lens jusqu'au 22 juillet. On est dans une section de l'exposition qui est ni l'Iliade ni l'Odyssée, mais qui est les poèmes du cycle. Alors qu'est-ce que c'est que ces poèmes du cycle? Ce sont en fait tout un tas d'histoires, de poèmes qui ne nous sont pas conservés, mais qu'on connaît par, au fond, des résumés tardifs et qui racontent toute une série d'éléments liés à la geste de Troie, mais qui ne sont pas évoqués directement par Homère. Vraiment comme ça, au détour d'un vers, parce que en fait, son auditoire connaît déjà l'histoire et donc il n'a pas besoin d'y revenir dessus. De quoi parle-t-on? D'épisodes très importants, c'est-à-dire l'origine de la guerre, le jugement de Paris. Point dans les questions chez Homère, l'enlèvement d'Hélène, qu'est-ce qui s'est passé, il ne nous le dit pas. La question du Laocoon que Virgile a popularisé dans l'Énéide est finalement pas du tout évoquée ni dans l'Iliade ni dans l'Odyssée. Et finalement la prise de Troie, la chute de Troie et même le cheval de Troie sont évoqués de manière très rapide au fond dans l'Odyssée. Donc on a affaire effectivement à, j'allais dire, des épisodes très importants et attendus du public, mais en même temps un peu périphériques quand on s'attache à la figure d'Homère en tant que telle. Bon, on a quand même effectivement des belles œuvres, notamment vous voyez derrière moi quand même un très beau tableau de Watteau du XVIIIe siècle, du département des peintures du Louvre. De quoi s'agit-il? Alors le début de l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est au fond les noces de Thétis et Pélée. Alors même plus précisément, c'est le fait que les dieux savent que au fond ils ne peuvent pas s'accoupler avec Thétis, la déesse marine, puisqu'ils savent que le fils qu'elle engendrera sera plus fort que le père. Ça, c'est un gros problème pour les dieux, notamment pour Zeus, dont l'enjeu est quand même de rester au pouvoir. Parce que la première chose qu'il a fait, c'est quand même réverser son propre père à lui. Donc cet enjeu politique est très important. Donc qu'est-ce qui nous fait cet ami? Eh bien, il fait en sorte que ce soit un mortel qui épouse et qui soumette quelque part Thétis. Et donc, il va trouver Pélée, le roi de Phthie, là, le roi des Myrmidons, pour pouvoir l'épouser. Et donc, il y a des fameuses noces qui sont organisées. Tout l'Olympe est invité, sauf une. Ça rappelle un peu Blanche-Neige cette affaire, la discorde qui n'est pas invitée. Effectivement, comme son nom l'indique, elle va foutre le bordel. Elle va foutre le bordel comment? En balançant au milieu du banquet cette fameuse pomme d'or avec inscrit « à la plus belle ». Et effectivement, trois déesses vont se battre pour l'avoir, donc Héra, la propre femme et sœur de Zeus, Athéna, sa fille, et son autre fille, Aphrodite. Donc effectivement, il sent le roussi, il sait très bien que c'est pas à lui de déterminer à qui est la plus belle, sinon il est emmerdé jusqu'à la fin des temps. Donc il trouve finalement ce pauvre Paris, et c'est à lui qu'on confie cette terrible mission de finalement choisir qui est la plus belle des trois déesses. Donc il offre la pomme à Aphrodite, et donc c'est le début de la guerre de Troie d'une certaine manière, puisque les dés en sont jetés. Il va tomber amoureux d'Hélène, ou Hélène va tomber amoureuse de lui. Au fond, peu importe. D'ailleurs, suivant les époques, cette question de l'enlèvement d'Hélène va susciter des interprétations différentes. Quand on revient sur ce que nous en dit Homère, c'est des moments aussi importants dans l'Iliade. On a ce moment où Hélène est sur les remparts quelque part, où on a les vieillards de Troie assemblés qui la regardent en se disant que c'est quand même pas étonnant qu'on fasse la guerre pour elle. Mais enfin quand même, ça serait bien qu'elle parte, parce que quand même c'est la guerre. Et puis effectivement derrière, Priam qui lui dit mais en fait c'est pas ta faute, c'est la faute des dieux, c'est tous les malheurs qui nous arrivent. Et donc au fond,
Priam, le roi. Véritablement, dans l'Iliade, elle est une princesse troyenne. Hein. Enfin, elle a été enlevée, mais c'est légitime, hein, quelque part. Enfin, l'enlèvement est légitime, donc à chaque fois que je dis ça, je me fais bâcher, évidemment, et donc vous allez avoir tout un tas de commentaires acerbes sur cet affreux machiste qui parle. Mais on est dans un monde où, effectivement, ça pose pas tant de problèmes que ça, et qu'elle est considérée comme une princesse légitime troyenne, et donc du coup, quelque part, Priam, qui est son beau-père, la protège et la dédouane. Jusqu'au point où elle-même sera une des 3 femmes à parler, on l'a évoqué tout à l'heure, les funérailles d'Hector à la fin de l'Iliade, voient c'est un peu les pleureuses, hein, enfin, ces fameuses figures de femmes qui pleurent le mort, et en fait on a des discours de figures féminines aux funérailles, et donc c'est Hécube, Andromaque et Hélène qui parlent pour ces funérailles, c'est-à-dire qu'effectivement elle est complètement, selon moi, une princesse troyenne, et elle sera complètement redevenue la reine de Sparte dans l'Odyssée, où effectivement Télémaque, au début de l'Odyssée, vient voir Ménélas pour lui demander des nouvelles de son père, et donc il est reçu par Ménélas et Hélène, qui est complètement redevenue elle-même. Et c'est là qu'on raconte d'ailleurs un peu dans l'Odyssée cette question du cheval de Troie, de la ruse, et aussi de la duplicité quelque part d'Hélène au passage, puisque Hélène va imiter la voix des femmes des héros grecs pour voir s'ils sortent pas du cheval quand même. C'est un élément un peu qu'on a oublié, mais qui quand même est là. Dire qu'elle serait bien restée à Troie quand même, notre amie Hélène. Bon bref. Tout ça, je m'égare, mais je pense qu'il est temps de passer à l'œuvre suivante, n'est-ce pas? Alors ici, on est dans les figures féminines, donc l'Odyssée, et donc l'épopée qui raconte le retour d'Ulysse. Il faut savoir qu'il y avait d'autres retours d'ailleurs qui sont aujourd'hui disparus, des différents héros de la guerre de Troie. Et donc le retour d'Ulysse a été particulièrement long, puisqu'il va lui falloir 10 ans pour revenir à sa femme Pénélope et à sa patrie d'Ithaque. Au cours de ce trajet très très long, il va être aidé ou quelque part empêché par des monstres, mais aussi des figures féminines marquantes dans l'imaginaire occidental. Et une particulièrement intéressante est Circé la magicienne, Circé qui transforme ses compagnons en cochons et qui va au départ lui être hostile, et puis en fait très rapidement, une fois qu'il l'aura quelque part subjugué, va devenir un allié très important dans le reste de sa quête. Et derrière moi, vous avez un élément qui est une copie d'un élément de décor qui vient du château de Fontainebleau. Alors de quoi il s'agit? Il faut bien comprendre qu'au XVIe siècle, notamment quand on est dans des décors comme ça de rois, on est dans des logiques de distinction. L'enjeu étant de voir si le convive qu'on invite et avec lequel on est en train de discuter dans sa galerie est capable de comprendre le sujet qu'on lui propose. Et effectivement, quand on regarde un peu ce tableau, on dit, même quand on connaît l'Odyssée, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette affaire quand même? Mais c'est normal, c'est fait pour. Et en fait, derrière nous, on a quelque part une narration un peu continue, un peu compliquée, qui va nous évoquer 4 moments de l'histoire d'Ulysse qui rencontre Circé. Alors, en fait, ça commence ici. On a Ulysse qui est là, qui est accueilli par cette figure un peu androgyne, qui est en fait Hermès, le messager en fait de Zeus, qui lui remet une sorte de radis, n'est-ce pas, là, une espèce de racine un petit peu particulière, qui est en fait la fameuse Moly, qui est en fait une herbe magique des dieux, qui permettra à Ulysse, quand il boira la potion censée le transformer, lui permettra de ne pas justement devenir un cochon comme le reste des compagnons et pouvoir soumettre la magicienne. Donc c'est la scène qu'on voit ici, la magicienne invite Ulysse à boire la potion, n'est-ce pas, qui va normalement le transformer. Là elle se rend compte qu'il ne se transforme pas, elle sait parce qu'on lui avait dit,
il y avait un oracle qui lui disait un jour tu seras soumise par Ulysse, tu vas rencontrer un homme qui lui ne se transformera pas. Et donc elle sait, donc elle se prosterne, etc. Hermès lui avait dit qu'il fallait qu'il aille un peu plus loin dans la relation, hein. C'est un peu ce qu'on a en haut de l'escalier. Effectivement, comme il y a tellement d'enfants, je ne vais pas trop m'appesantir sur le fait qu'effectivement on a en face de nous une des deux errances, comment dire, deux entorses conjugales, n'est-ce pas, à Pénélope avec Circé, et c'est ainsi que leur quelque part union va permettre par la suite à Ulysse de continuer sa route et de rejoindre sa belle Pénélope. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça dans l'histoire, il y a tout un tas de choses, il faut qu'elle jure le serment, parce que quand même, il s'en méfie comme de la peste, parce que c'est quand même une magicienne, c'est quand même la figure, et pendant... Alors pas tant ici, mais sur d'autres tableaux, notamment le très beau tableau de Waterhouse, on a une figure de magicienne avec cette fameuse baguette. Et ça c'est intéressant parce que dans l'iconographie, très rapidement, même sous l'Antiquité, on a cette figure de magicienne avec cette baguette. Sauf qu'on n'est pas dans la baguette qu'on connaît aujourd'hui, la baguette d'Harry Potter, hein, du magicien qui est comme ça, mais on est tout simplement dans une baguette qui sert à touiller le mélange, puisque c'est à travers les potions qu'elle réalise qu'elle jette quelque part des sorts. Et on a une transformation quelque part de l'iconographie, et donc dans des enjeux plus modernes, on a la baguette sans véritablement avoir la potion. En tout cas une baguette grande comme ça, avec une coupe grande comme ça, donc en fait c'est pas ça qui permet... Voilà. Dans Waterhouse c'est un petit peu ça. Alors dans Waterhouse on est en 1891, c'est un très très beau tableau pré-raphaélite, donc anglais de ce peintre de ce courant, qui nous représente, alors c'est assez intéressant parce que on est dans l'Angleterre victorienne quand même, là pour le coup, vous m'aviez traité déjà d'affreux macho, mais quand même, dans la période victorienne, on l'est quand même pas mal. Et effectivement, cette figure de Circé rejoint pas mal les préoccupations fin de siècle sur cette femme fatale, parce que quand même, la femme fatale, c'est quand même le problème des hommes de cette fin du 19e siècle. Et effectivement, cette figure d'Ulysse devient un héros victorien, donc quelque part sans peur et sans reproche, et surtout qui arrive à surmonter les plus grands malheurs, qui sont quand même largement féminins, notamment par le biais de l'érotisme, n'est-ce pas? Et en fait, vous avez dans cette Circé une figure complètement érotique, avec une robe qui laisse plus voir qu'elle ne cache, et effectivement, on est dans un enjeu très très fort de représentation d'une sensualité, au fond, qu'on adore, mais qu'on craint. Alors ici on est au fond dans une section intitulée Ithaque, hein, qui est effectivement le retour d'Ulysse dans son île. On oublie un petit peu de rappeler qu'au fond le passage à Ithaque, c'est-à-dire le moment où il remet le pied sur son île, est en fait très important dans l'Odyssée. C'est pratiquement la moitié du poème qui est consacré au moment où il revient et aux diverses reconnaissances qu'il va avoir. C'est vraiment une montée en puissance vers le retour dans sa pleine, quelque part, souveraineté. Et en fait, on a ça aussi derrière nous avec finalement les différentes reconnaissances, la reconnaissance de Télémaque, son fils, puisque en fait, quand il arrive, il est transformé par Athéna, donc il le transforme en mendiant pour justement essayer de voir quelle est la situation, qui sont avec eux, qui sont contre eux, et qu'est-ce qui se passe véritablement pour pouvoir... il se doute bien qu'il y a un problème avec les prétendants. D'ailleurs, le problème avec les prétendants, petite parenthèse, n'est pas du tout dans le fait qu'ils font la cour à Pénélope, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils sont installés chez lui et qu'ils ne font que bouffer son bien. En fait, ils auraient bouffé chez eux, il n'y aurait pas eu de massacre des prétendants, hein. Rien du tout, non, en fait. Bon bref, parenthèse fermée. Et donc, effectivement, on va avoir ces scènes de reconnaissance avec son chien, Argos, qui va mourir tout de suite, avec sa nourrice Euryclée derrière moi, et son fils, donc Télémaque. Là encore, vous avez derrière moi à la fois une œuvre antique, donc sur cette question de cette reconnaissance d'Euryclée, hein, avec un pendant moderne du 19e siècle. Là, au 19e siècle, on a encore affaire à des tableaux de même format, hein, donc en fait on est toujours dans le contexte du concours du Grand Prix de Rome, hein, où le format est imposé, le temps est imposé, donc c'est la dernière épreuve, donc l'épreuve de loge, donc vous êtes dans des loges, donc dans des petites cases, quoi, quelque part, dans lesquelles vous n'avez pas le droit
d'amener qui vous voulez, pas le droit de modèle, etc., pas le droit d'introduire tout un tas de choses. Et vous avez 70 jours pour faire le tableau sur un sujet qui est évidemment imposé par l'Académie. Et je l'ai déjà dit et je le répète, Homère est un grand pourvoyeur de sujets, à la fois en sculpture et en peinture. Voilà. Et donc on a ces reconnaissances-là. Vous avez en 1849 ce monsieur Boulanger qui est derrière moi, qui remporte le concours avec un tableau quand même loin de ce qu'on peut avoir comme notion d'académisme. C'est-à-dire qu'il gagne le concours avec un tableau complètement d'actualité, j'allais dire, complètement néo-grec, sous influence de ce que je considère moi comme des grands peintres, des Jérôme, des Picou, des choses comme ça, enfin qui sont dans un moment, dans les années 1840, de redécouverte de l'antique, à un goût plus sucré, mais aussi plus adapté aux recherches archéologiques, notamment dans cette question de la couleur de l'Antiquité. C'est-à-dire que c'est eux qui vont quand même réintroduire cette question de la couleur dans les statues, et vous voyez derrière moi un intérieur antique, alors loin des représentations de marbre tout blanc, etc. Bah non, c'est complètement coloré, c'est complètement rose, machin, etc. Mais c'est véritablement issu j'allais dire, d'enjeux artistiques complètement contemporains. Et c'est lui qui gagne. De la même manière que Doucet, qui est juste un peu derrière, en 1880, dans ce très beau, vraiment c'est un très très beau tableau, cette reconnaissance d'Ulysse qui est à genoux devant son père, là, avec ses pieds sales. Alors on voit que ça, ces fameux pieds sales. Alors effectivement, de lointainement, on pense à Caravage, mais quand même, dans les années 1880, cet enjeu de la représentation au fond de l'humble, encore une fois, résonne particulièrement, parce que c'est qui triomphe au salon, c'est les Bastien Lepage, c'est les Lhermitte, c'est au fond de la peinture de la Troisième République, hein, donc la peinture de paysans. Et là encore, même si on a un sujet antique, même si on a un grand sujet classique, et ben on le représente quand même avec des enjeux d'actualité. On va très rapidement arriver ensuite à la question d'une autre iconographie qui est très importante et qui est derrière nous, enfin devant vous, enfin voilà, pas loin, sur la question de l'épreuve un peu ultime des prétendants, c'est-à-dire que effectivement tout le génie d'Homère dans raconter cette histoire-là, c'est une maîtrise de la question du temps du récit. C'est-à-dire que les moments du récit sont toujours très très bien choisis, c'est-à-dire qu'effectivement Ulysse revient au moment critique où Pénélope ne peut plus faire autrement que de choisir un époux, puisqu'en fait Télémaque est devenu grand, donc Télémaque n'est plus un enfant, donc il va falloir qu'elle choisisse. Et effectivement, il revient au bon moment quelque part, au moment où elle impose l'épreuve ultime. Ils savent qu'elle a tissé et détissé le linceul de la Herte quand même pendant 4 ans, hein, n'est-ce pas? Mais bon, tout ça c'est fini, c'est derrière eux. Ils vont plus se laisser prendre, les prétendants, et donc elle décide de dire, bon écoutez, si vous êtes capable, voici l'arc d'Ulysse, vous êtes capable déjà de le bander et puis de tirer une flèche dans 12 machins, parce que le problème ça a été de savoir véritablement de quoi il s'agissait. Aujourd'hui on sait que c'est des haches, mais le problème des haches, alors qu'est-ce que c'est que les haches? Comment on tire dans des haches? Alors très certainement on tirait dans l'anneau qui permet, voilà, on enlevait le manche et on essayait de tirer travers les haches. Enfin en tout cas on pense, parce qu'on n'en est pas sûr, et effectivement au XVIIe, XVIIIe siècle on en était encore moins sûr, et on traduisait très très différemment ces choses, on parlait d'anneaux, etc. Et donc les artistes qui sont confrontés à ça, alors l'Antiquité n'est même pas confrontée au problème, mais la modernité si, donc on a une tapisserie d'Aubusson dans laquelle effectivement on a planté au sol des sortes de séries d'anneaux, et alors les prétendants sont évidemment incapables de bander l'arc. Le seul qui va pouvoir réussir, c'est le fameux mendiant qu'on ne voulait même pas accueillir dans la maison d'Ulysse et qui va tirer et réussir à tirer au travers ces fameuses haches et continuer le massacre. Évidemment, il va commencer à tirer sur tout ce qui bouge pour finalement punir ses prétendants. On est ici dans la section centrale finalement de l'exposition qui est consacrée à l'homéromanie. Alors qu'est-ce que c'est l'homéromanie? C'est une manière de consacrer le désir d'Homère. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'au-delà des œuvres qu'on lui attribue, en fait, il y a un véritable désir renouvelé
par chaque époque, par chaque personnalité au fond de son désir d'Homère, de cette manière d'être accompagné par lui ou de faire référence au poète ou à son œuvre. C'est le cas évidemment pour les artistes, notamment littéraires. On a dans l'exposition un manuscrit qui est un commentaire de l'Odyssée par Jean Racine, qui est évidemment un des auteurs classiques du XVIIe siècle, qui a vraiment une connaissance intime du grec déjà, et donc d'Homère, qui n'était vraiment pas forcément partagé par l'ensemble des auteurs de l'époque. Et puis plus tard, effectivement, derrière moi, vous avez cette figure tutélaire du grand poète national du XIXe siècle, Victor Hugo, qui est effectivement représenté ici par Léon Bonnat dans un tableau présenté au Salon de 1879. J'allais dire pratiquement en majesté, parce qu'effectivement, c'est plus qu'un poète qu'on a ici. C'est le sénateur de la Seine, c'est le poète humilié en exil pendant le Second Empire et qui revient triomphant avec la Troisième République. Alors pourquoi ce tableau ici, vous pourriez me demander, effectivement parce qu'il y a un lien entre Homère et Victor Hugo, et en fait ce lien est matérialisé dans le tableau, puisque en fait vous le voyez accoudé là, un petit peu, avec sa main dans son gilet, un peu à la Napoléon, une sorte de Napoléon romantique, n'est-ce pas? Et le gros bouquin sur lequel il s'appuie, ça ne pouvait être rien d'autre en fait que Homère. Et effectivement, le peintre et évidemment le poète ont fait en sorte que le nom soit complètement lisible. Alors le lien avec Homère, bon, il y a des choses plus ou moins anecdotiques. Effectivement, il a essayé d'avoir un rapport avec Homère lors de ses séances de table spirit, là où ça a fait en gros, tu me rappelles, oui, je te rappelle. Non, en fait, bon, ils ne sauront jamais vraiment. Donc, c'était une rencontre ratée, n'est-ce pas? Ça arrive. Bon, plus intéressant selon moi, c'est le rapport évidemment au passé et à la poésie. Et en fait, c'est dans son livre sur William Shakespeare que Victor Hugo fait des références assez longues à cette question d'Homère en fait. Homère, pour lui, c'est un peu le père des poètes. Avec lui naît la poésie d'une certaine manière. Et au fond, il sera particulièrement intéressé par l'apothéose que l'Antiquité fera aux poètes, c'est-à-dire le traiter comme un dieu. Effectivement, on a quelque chose de pas très humble de la part du poète, puisqu'on sent bien qu'à travers ce tableau, on a aussi l'apothéose de Victor Hugo d'une certaine manière. On a cette figure de statue du poète qui lui-même est quelque part déifié. Quand on lit effectivement les commentaires au salon de ce tableau et effectivement du poète, on a des comparaisons qui sont effectivement celui de l'Homère moderne, mais on a quasiment un demi-dieu vivant quoi, à la fin du 19e siècle. C'est un tableau que vous avez certainement vu dans vos livres d'histoire ou de littérature. En tout cas, cette figure-là reste dans l'imaginaire collectif encore avec une très grande actualité. En tout cas, avec mes collègues du commissariat, on a voulu faire une exposition qui permette d'apprendre des choses, mais qui en même temps est ludique, en même temps est belle, d'une grande richesse quand même de contenu, mais traité de manière accessible. En tout cas, on a tout fait pour que les choses soient effectivement le plus compréhensible possible, quelque part le plus aisé. Et je pense que comme la Céno, l'exposition est claire. Pour les enfants, on a fait un effort particulier d'avoir une médiation adaptée, des cartels enfants, un parcours enfant, avec une appli même dédiée pour les familles qui vous permettent de rentrer dans cette matière homérique sans plus d'efforts. Donc voilà, elle est normalement pédagogique et ludique. Et il y a une section qui est dédiée à ça, vous allez voir, vous allez même vous marrer avec Homère.